qu'on m'entend. J'ai pas l'habitude de me mettre au milieu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là ce matin. Je pense que la dernière fois que j'étais à l'hôtel de la Cesse, c'était le 6 avril 2016, suite à l'adoption de la loi. Donc c'est très, très agréable d'être avec toutes ces personnes autour de moi. On va revenir donc sur l'histoire de l'adoption de cette loi. Pour ça, on a autour de nous des actrices et acteurs clés de cette histoire, essentiellement au Parlement et au gouvernement à l'époque. C'est important qu'il et elle nous racontent cette histoire, d'abord parce qu'il est important et doux de se rappeler les histoires victorieuses du mouvement féministe. Ensuite, parce que cette adoption, c'est le fruit d'un combat collectif. Il a été long, il a été rude, mais il a aussi été joyeux, enthousiaste et donc victorieux. Et ensuite, parce que nous avons dans la salle des parlementaires, des ministres et des activistes de la société civile d'autres pays qui mènent actuellement ces combats dans leur pays. Et donc, c'est important aussi que nous puissions partager cette histoire. On va faire très concis pour l'introduction parce que nous avons déjà beaucoup de retard. On a autour de nous 7 panélistes. Danielle Bousquet n'a pas pu être là, on a une pensée pour elle. Guy Geoffroy, vous allez pouvoir intervenir et relayer sa parole. Merci beaucoup. Donc on va commencer justement avec vous, Guy Geoffroy. Vous êtes ancien député, Les Républicains. Vous avez aussi été président de la commission spéciale qui a permis l'adoption de cette loi. Et donc vous allez pouvoir nous raconter ce qui a précédé finalement le démarrage de l'histoire parlementaire de la proposition de loi qui a été adoptée en 2016 et cette histoire qui a commencé finalement en 2008. Est-ce que vous pouvez nous partager cette histoire ? Merci. Oui, pour raconter cette histoire, il faut effectivement chercher dans ses racines son origine et sa portée. Danielle Bousquet devait être avec nous pour introduire ce binôme que j'ai formé avec elle, qui fut au-delà du binôme un quatuor et même au-delà. Malheureusement, donc, son état de santé l'a empêché d'être là. Elle m'a adressé le mot qu'elle comptait vous dire, et je vais le lire avant, puisqu'elle m'y invite dans ce propos prolongé par les éléments que je souhaitais vous apporter. Après des années de travaux parlementaires, de mobilisation, la loi est enfin votée le 13 avril 2016, entrant ainsi parmi les grandes lois de lutte contre les violences faites aux femmes. L'origine, c'est en 2008 un travail mené à l'Assemblée nationale qui portait sur les moyens à améliorer pour lutter contre les violences dites domestiques. C'est ce travail qui a mis en évidence au cours des très nombreuses auditions et multiples déplacements sur le terrain le fait que la prostitution est l'une des manifestations les plus exacerbées des violences faites aux femmes et s'est imposé à nous l'exigence de travailler plus à fond sur ce sujet. Reconnaissant qu'il s'agissait d'un sujet mal connu, très complexe, qui se heurte à tellement d'idées reçues et de lieux communs qu'on avait du mal à l'aborder de manière objective et même parfois à admettre que l'existence du système prostitutionnel n'est pas due à une nécessité sociale du fait d'hommes qui connaîtraient la misère sexuelle, tout ceci bien sûr entre guillemets. Non, bien loin de cette explication encore répandue, l'existence du système prostitutionnel naît de nos représentations sociales profondément inégalitaires entre les femmes et les hommes et qui autorisent les hommes à s'approprier le corps des femmes au prétexte qu'il s'agit du plus vieux métier du monde et que ces corps sont à leur disposition. Nous avons donc considéré, au bout de plusieurs mois de travail, qu'il ne peut y avoir égalité entre les sexes et d'abolition des mécanismes de domination tant que l'achat et la vente du corps d'un être humain seront organisés, tant qu'un homme pourra imposer un rapport sexuel par de l'argent. Il a fallu plusieurs années de travail, dont le nôtre, pour effectuer ce travail de décryptage de ce qu'est le système prostitutionnel et son fonctionnement. C'est ainsi que le 6 décembre 2011, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une résolution qui affirme la position abolitionniste de la France et qui trace les grands traits d'une future loi, grande loi abolitionniste, dont Guy Geoffroy, votre serviteur, va aborder les contours.
voudrais rajouter à ce que vient de vous dire Daniel Bousquet quelques éléments de traçabilité. En fait, bien sûr 2008, mais auparavant, n'oublions pas 2006, la première loi que j'ai eu l'honneur de présenter, de rapporter, de faire adopter sur la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la foulée de laquelle nous avons travaillé à la deuxième loi, celle du 9 juillet 2010. Et je me souviendrai toujours que Daniel est venu me voir après qu'on se soit congratulé de cette adoption de la loi de 2010, en me disant « Et maintenant, comment poursuivre le travail de lutte contre les violences faites aux femmes ?» La première caractéristique de notre réflexion, de notre travail, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous nous sommes inscrits dans ce continuum que l'on doit saluer parce que c'est un continuum de législature, c'est un continuum de gouvernement et c'est un continuum de vie parlementaire qui, sans défaillance, nous a conduit à ce 13 avril 2016. Trois éléments clés. Ils ont déjà été évoqués, ils le seront à nouveau, qui fondent la puissance de cette loi. Le premier élément clé, c'est que la prostitution n'est pas une liberté, mais pour reprendre son étymologie, c'est un avilissement. Ceux qui parlent de la prostitution comme étant une liberté oublient cette étymologie. La prostitution, le nom a été choisi à cet effet de manière assez malencontreuse, c'est un avilissement pour ceux qui connaissent les origines des mots dans la langue française. La deuxième réalité, c'est que la personne prostituée n'est pas coupable, elle est victime. Et la troisième réalité, c'est que tout ceci fait l'objet d'un système. Les réseaux de traite des êtres humains sont les mêmes réseaux que les réseaux de vente d'armes, que les réseaux de la drogue. Ce sont de puissantes organisations internationales qui ont leur prolongement partout sur nos territoires. Donc nous avons voulu rétablir les choses, c'est-à-dire affirmer que non, la personne prostituée n'est pas coupable, elle est victime, c'est le premier élément de cette loi. Deux, que le client n'est pas libre de profiter de la liberté qui serait celle de la prostituée, mais il est responsable, donc il faut le responsabiliser, et s'il n'admet pas sa responsabilité, il faut le pénaliser. C'est le deuxième étage de cette fusée de responsabilisation du client. Et puis, oui, il faut ne pas fermer les yeux devant cette traite des êtres humains. On rappelait tout à l'heure la Convention internationale de 1949. La France a mis 11 ans à la ratifier. Et il faut se rappeler que dans cette Convention internationale, la prostitution fait partie des éléments entrants dans ce qui est défini comme étant la traite des êtres humains. Donc ce travail que nous l'avons fait pour rétablir la vérité des choses, nous l'avons fait pour rétablir la dignité des personnes en situation de prostitution, nous l'avons fait, et c'est un homme qui vous parle, pour dire aux hommes, droit dans les yeux, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser la personne à qui vous donnez de l'argent. Vous avez le devoir de vous en extraire et vous avez le devoir de lutter contre. Et puis, nous avons voulu également dire que la lutte devait être accentuée et qu'elle ne cesserait jamais contre toutes celles et tous ceux qui, dans les réseaux de traite des êtres humains, utilisent la misère de certains et exploitent la vulnérabilité des autres. Merci beaucoup Guy Geoffroy et merci pour le respect de ce timing incroyable. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes ancienne ministre des Droits des Femmes. Vous avez ensuite... On va passer un micro, pardon. Non, c'est d'abord Najat Vallaud-Belkacem parce que justement vous voulez aborder 2012 et sa prise de fonction en tant que ministre des Droits des Femmes, puisque en 2012, à peine ministre des Droits des Femmes, vous avez pris position publiquement pour la pénalisation des clients, pour une législation interdisant l'achat d'actes sexuels et donc abolissant la prostitution. Et donc je voulais savoir pourquoi est-ce que ça vous a semblé important de prendre cette position publiquement dès 2012. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tout le monde.
Je suis ravie de revoir beaucoup de gens et je salue nos invités étrangères. Et si vous me permettez, comme je crois qu'on a 5-6 minutes pour s'exprimer, 6 minutes précisément. 6 minutes, pas plus. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites par mes camarades et notamment les merveilleuses Catherine Coutel et Maud Olivier, qui sont les deux parlementaires qui ont finalement présenté ce texte à l'Assemblée nationale et je leur laisserai un petit peu la primeur. Mais moi, je voudrais profiter des 5-6 minutes qui me sont accordées pour parler notamment aux invités étrangères qui sont les nôtres. Parce que, en fait, je me mets, et je ne parle pas des Suédoises qui ont déjà adopté la loi en 1999, mais celles qui voudraient pouvoir adopter des lois qui ressemblent à celle-là et qui seront confrontées évidemment aux mêmes défis que ceux que nous avons rencontrés. Je me mets à leur place. Au fond, ce genre de moment au-delà de la célébration doit servir aussi à savoir à quelles barrières vous allez être confrontés et comment les contourner, hein, parce que c'est ça le sujet. En 2012, il n'y avait rien de simple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on célèbre les choses, on se regarde tous là, comme si c'était une évidence, le côté transpartisan, etc. Bon, alors, donc je reprends le récit en commençant, en effet, par moi. Donc moi, j'arrive, je suis jeune ministre des droits des femmes, j'ai droit à une interview dans un journal qui s'appelait le Journal du Dimanche à l'époque, dans lequel on me demande quelles seront mes priorités comme ministre des droits des femmes. J'en décris beaucoup, l'égalité professionnelle, la lutte contre les violences faites aux femmes, tout ce que vous voulez, qui va de soi. Au détour de la conversation, la journaliste m'interroge sur ma position sur ce texte justement de résolution abolitionniste qu'évoquait Monsieur Geoffroy, qui avait été adopté. Et je dis évidemment que je suis abolitionniste s'agissant de la prostitution. Et en fait, ce petit bout de phrase, qui n'était qu'un détail de l'interview, devient le jour où le journal sort, le titre de l'interview, bien entendu avec un peu de caricature autour de tout cela, c'est-à-dire que le titre de l'interview devient en gros « Je suis pour que la prostitution disparaisse », accompagné, comme d'habitude les femmes politiques ici le savent, l'iconographie compte beaucoup quand on est une femme politique, d'une photo de moi qui avait été prise par le photographe qui accompagnait la journaliste, en s'accroupissant en bas. Moi, j'étais en jupe ce jour-là, et donc la photo donnait le sentiment que je ne portais pas de jupe. Donc on avait une interview avec la photo de moi quasiment sans jupe, et je veux que la prostitution disparaisse. Donc ça, c'est la réalité des débats, pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Aussitôt que ce truc sort dans la presse, c'est une tornade, et tout le monde ici s'en souvient parfaitement. Je suis, dans tous les médias, traitée au mieux de censeur, contre la liberté, etc., au pire de putophobe, d'ennemi des prostituées auxquelles je voudrais m'en prendre. Dans les semaines qui vont suivre, à chaque fois que j'ai une réunion publique à l'extérieur à laquelle du public peut accéder massivement, j'ai le droit évidemment à des gens venant du fameux syndicat des travailleurs sexuels, le STRAS, qui viennent avec des poches de faux sang et qui me les balancent, et avec des affiches où il y a marqué « putophobe ». Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de moment? Donc maintenant, on se dit les choses vraiment. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, qu'une grosse partie de la classe politique est opposée à l'abolitionnisme et à l'idée qu'on puisse légiférer, y compris dans le camp de la gauche. Évidemment, ça vient beaucoup d'un certain nombre de milieux, on va dire, qui ne sont pas forcément les miens, mais y compris au sein de la gauche, il y a une espèce d'inquiétude. Ouh là là, est-ce que c'est le moment de se mettre l'opinion publique à dos? Et puis en plus, il y a toutes les associations sont contre, parce que là, ça devient toutes les associations sont contre, c'est-à-dire celles qu'on veut bien entendre dans le débat public, la réalité des associations, comme vous le savez, on a le mouvement d'Unier, ça me fait tellement plaisir de... Enfin, tu n'y es plus, mais enfin, on se comprend. Et d'ailleurs, est-ce que Rosanne Ischer est dans la salle? Ah bah voilà, je la cherchais. Oh, Rosanne, je t'embrasse. Je t'embrasse tellement. Bref, les associations qui accompagnaient véritablement les personnes prostituées savaient que cette loi était attendue, indispensable, précieuse. Et pourquoi je voulais saluer Rosanne? Parce que pour moi, le moment qui va vraiment faire basculer l'opinion publique, c'est quand les survivantes de la prostitution entrent en scène et commencent à raconter la réalité de la violence qu'elles vivent, qui est celle de déjà présente dans leur vie, qui ne va pas arriver demain, comme le disaient certains acteurs associatifs, parce qu'on pénaliserait les clients et que du coup, ça obligerait les prostituées à aller toujours plus loin et à s'isoler, etc. Non, la violence, elle est déjà là. Et ce sont les survivantes de la prostitution qui en ont le mieux parlé, et c'est à ce moment-là que l'opinion publique a basculé.
Mais juste pour finir, je voudrais aussi vous dire, vraiment, ne le prenez pas mal, hein, mais il faut aussi se dire les choses. À un moment donné, on a cru qu'on allait avoir un accord transpartisan, droite-gauche, etc. La vérité, c'est qu'il y a un sujet sur lequel ça a chopé, cet accord transpartisan, c'est quand il s'est agi dans la loi, pas seulement de pénaliser les clients, d'accompagner les prostituées vers la sortie de la prostitution, mais aussi de régulariser les prostituées étrangères qui étaient sous la menace de chantage permanent de la part de leurs proxénètes et qui, du coup, n'arrivaient pas à se sortir de la prostitution. Alors, dans la loi, nous avons indiqué le fait qu'elles auraient un titre de séjour de 6 mois renouvelable, etc., pour les protéger pendant qu'elles cherchaient à sortir de la prostitution. Là-dessus, nous avons quand même eu une grosse partie de la droite parlementaire qui s'est crispée sur le thème qu'une fois de plus, ça allait être un appel d'air qui allait attirer vers la France de plus en plus de femmes qui viendraient se prostituer simplement pour pouvoir avoir un titre de séjour. Je rappelle tout ça et je m'arrête là parce que les 6 minutes sont écoulées, parce que le combat est dur et il faut se plonger dans la réalité de ce qu'il a été pour pouvoir le mener à votre tour dans les pays concernés. Merci. Et on voit la présidente de France Terre d'Asile qui rappelle l'importance de la régularisation des personnes en situation de prostitution, qui est toujours un immense sujet dans l'application de la loi, évidemment. On va passer donc aux 2 artisanes de la proposition de loi adoptée en 2016, renommée loi Olivier Coutel. Donc, elles sont toutes 2 chacune à mes côtés. Donc, Maud Olivier, vous êtes ancienne députée, je te vous vois. Ancienne députée socialiste, rapporteure et autrice de la loi. Catherine Coutel, ancienne députée socialiste également, entre 2012 et 2017, présidente de la délégation aux droits des femmes et co-autrice de cette loi également. On va commencer par Maud Olivier. Najat l'a dit, il n'était vraiment pas évident en fait de porter cet engagement abolitionniste, et donc tu débarquais à l'Assemblée nationale et tu t'es engagée dès 2012 donc sur cette proposition de loi. Est-ce que tu peux nous expliquer, je te retutoie parce que je n'y arrive pas, les raisons de cet engagement pour cette loi et cet engagement abolitionniste? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, merci Stéphanie, merci Najat des mots que tu as dit, et merci aussi Guy Geoffroy, parce que entre nous, il n'y a pas eu l'ombre d'une feuille de papier à cigarette pour faire avancer cette loi, et je veux vraiment le souligner, c'est une loi transpartisane malgré tout, c'était important de le dire, je crois. Donc en fait, en ce qui me concerne, l'exercice de mes mandats d'élu local, maire, conseillère départementale, puis députée, m'a très vite confrontée aux zones blanches de nos politiques publiques. Si peu à peu nos lois concrétisaient les droits revendiqués par les femmes, elles ne permettaient pas de les protéger des prédateurs, des citoyens lambda ou de ces consommateurs tranquilles qui se sentaient autorisés par la société à exploiter sexuellement le corps des femmes, et en toute impunité, au seul prix du marché. C'est pourquoi il fallait un marqueur politique fort, une loi, pour affirmer que la prostitution est une violence et un obstacle à l'égalité. Affirmer notre refus de la marchandisation du corps humain, dénoncer ce système patriarcal économique qui pèse sur toutes les femmes, qui en fait des victimes d'une violence sexiste, hostile et méprisante, mettre au cœur de nos projets politiques de société cet enjeu d'égalité réelle, soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine. Faire comprendre aux clients que c'est son argent qui alimente les réseaux et les proxénètes. Immense défi. En effet, et Catherine, pour compléter, pourquoi est-ce que c'était important de le faire à ce moment-là? Oui, 2012 a été une opportunité. Et en politique, il vaut mieux saisir les opportunités. D'une part, il y avait un grand vide, alors on l'oublie, mais la France avait signé la Convention de l'ONU disant que la prostitution n'est pas compatible avec la dignité de la personne humaine. Je crois qu'il faut répéter. Elle avait signé ça en 60 et plus rien. Il y avait un vide, il n'y avait plus les maisons closes de Marthe Richard, ça vous a été rappelé ce matin, et rien. Rien sauf le délit de racolage, passif et actif. C'est-à-dire que les femmes prostituées les personnes prostituées, hommes ou femmes, étaient condamnables. Donc la France était dans un vide juridique.
La deuxième chose, nous avions un gouvernement favorable. Nous avions retrouvé en 2012, on est arrivé à la majorité, je suis du groupe socialiste, on était 300 députés, avec une majorité nette, et nous avions retrouvé une ministre des droits des femmes de plein droit, il n'y en avait pas eu depuis Yvette Roudy en 1980. Et cette ministre des droits des femmes, qui vient de vous parler, est venue trouver un jour la délégation aux droits des femmes que je présidais en disant, vu ce qui se passe dans la presse, elle vous l'a raconté, vu que je suis traitée de putophobe, que je ne peux plus m'exprimer sur ce sujet, ça serait bien que l'Assemblée prenne l'initiative de la loi. Donc ça a été le deuxième élément favorable. La délégation aux droits des femmes s'est emparée de la loi et a demandé à Maud Olivier de faire un rapport qu'elle a complété après celui que vous aviez fait sur la prostitution, le plus vieux métier du monde. Vous aviez fait ça en 2011. Maud a repris le flambeau. Et donc, nous avons eu ce moment très favorable de la loi. Le troisième, et je le redis, ça n'est pas du tout du langage diplomatique, les associations ont été indispensables. Enfin, pour moi, j'ai le souvenir de Grégoire poussant dans le dos en disant quand est-ce que ça va arriver. À un moment, j'ai dit, oh, halte là, on a notre timing, mais c'est indispensable. Dans vos pays, il faut, un comité abolitionniste est un poids considérable auprès de l'opinion. On avait les journaux contre nous, les journaux parisiens. On avait des associations très puissantes contre nous. Et ça a fait basculer l'opinion sur ce sujet. Et donc, cet élément favorable a fait qu'on a pu adopter la loi. Je m'arrête puisque je ne sais pas si on y revient. Puisqu'on te l'a demandé. Merci Catherine. Et donc Maud, pour compléter, est-ce que tu peux revenir sur l'élaboration de cette loi? Qu'est-ce qui était important d'écrire dedans? Comment est-ce que vous y êtes prise? Donc le rapport dont parlait Catherine a abouti à la création d'une commission spéciale dont l'enjeu était de faire participer un maximum de députés qui se sentaient concernés, de les faire participer à l'élaboration de la loi. Les commissions spécifiques telles qu'est organisé le Parlement n'auraient pas permis de modifier en une seule fois toutes les lois concernées et tous les rapports, tous les codes législatifs concernés par la loi. Donc très vite, après de nombreuses auditions parlementaires, dont le récit, je le souligne également comme toi Najat, le récit de 2 femmes sorties de cet enfer. J'ai une pensée pour Laurence Noël, qui n'est plus parmi nous, et Rosanne Hicher, bien sûr, que je salue. Nous avons bâti un projet de loi dans lequel figurent plusieurs mesures phares, et je vais les citer. Donc, lutter contre le proxénétisme et les réseaux, créer un parcours de sortie de la prostitution avec possibilité de titre de séjour et d'une aide financière, abroger le délit de racolage, affirmant dans la loi que les personnes en situation de prostitution n'étaient pas des délinquantes, et inscrire un volet de prévention et d'éducation à la sexualité dans le Code de l'éducation. Le système prostitutionnel, on le sait, est un système largement pédocriminel. Il fallait informer les jeunes de l'exploitation sexuelle dont ils pourraient être victimes à travers les réseaux et les sites. Enfin, et c'est ce qui a le plus ému les clients de la prostitution et les lobbies proxénètes, l'annonce effectivement de la création d'une infraction de recours à l'achat d'un acte sexuel puni d'une amende de 1 500 € et en cas de récidive de 3 750 €. Nous avions évoqué à l'époque, anecdotiquement parlant, la possibilité de mettre des peines de prison, mais il y a eu un tollé, donc nous avons voulu faire avancer la loi et ne pas tomber dans la provocation. Nous avons également créé une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, et je sais que Rosanne participe aussi souvent à ces stages. Donc, commencé en 2011, plus de 5 ans de travail parlementaire ont été nécessaires pour que la loi soit promulguée. Et nous avons bien entendu dû expliquer que ce n'était pas une entrave à la liberté sexuelle, comme le criaient les proxénètes et les clients, mais il fallait au contraire expliquer qu'il fallait défendre la liberté sexuelle et affirmer qu'elle doit s'exercer dans un désir partagé, en dehors des contraintes morales, psychologiques ou financières. Que la prostitution n'est pas un travail, mais un asservissement économique. Je dois dire, juste pour terminer à cet instant, que nous aurions eu beaucoup de difficultés à aboutir s'il n'y avait pas eu auparavant le travail des associations, des atouts précieux pour faire évaluer l'opinion publique et les décideurs politiques. Et encore une fois, merci à eux et à elles. Merci beaucoup, Maud.
Tu voulais ajouter quelque chose? Juste un Parce point, qu'on est très vraiment court. très limité par le temps. Très court, la loi a été attaquée au Conseil constitutionnel. C'est une possibilité de la loi en France par un client, accompagné des associations pro-travailleurs du sexe, en disant c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre et au libre commerce. En 2019, je peux vous assurer que nous étions quand même un peu inquiètes, parce qu'on ne savait pas ce que le Conseil constitutionnel dirait. Et le Conseil, je vous invite à lire, je l'ai relu pour la conférence, les conclusions du Conseil constitutionnel. Cette loi est supérieure à la liberté d'entreprendre, c'est une loi pour la dignité humaine. Ajout important, tu as raison. Laurence Cohen, on parle de l'Assemblée nationale, mais si ça n'a pas été simple à l'Assemblée nationale, au Sénat, c'était encore une autre paire de manches. Tu étais sénatrice communiste, très engagée sur cette loi. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que ça te semblait important de t'engager pour cette loi abolitionniste? Oui, bonjour à toutes et à tous, et vraiment merci aux organisatrices à CAP d'avoir permis ce colloque. Donc, quand je suis sénatrice de 2011 à 2023, en fait, je suis une militante féministe et communiste. Et le Parti communiste a été le premier parti abolitionniste, puisqu'on s'est prononcé en 2001, et on reste sur cette position fidèle donc à cet engagement. Donc, ça paraît assez naturel aujourd'hui, mais ça ne l'était pas en 2001. Et en 2002, on a organisé... un colloque, Colonel Fabien, au siège du Parti communiste, avec 28 associations féministes, parce que, comme le dit Najat, souvent, on oppose les féministes entre elles, et on fait un peu monter la mayonnaise pour donner encore un peu plus de difficultés à celles et ceux qui se battent. Mais il y avait 28 associations féministes qui se sont réunies, et à ce moment-là, alors qu'on est en 2002, je vous montre, j'ai apporté les actes de ce colloque qui sont parus dans l'UMA. Je fais de la pub, mais excusez-moi, c'est important dans l'histoire de notre combat. Et 28 associations où on se posait déjà la question de la pénalisation et la responsabilisation du client. Et puis 2002, la société n'était pas vraiment prête, encore moins prête qu'aujourd'hui, et on a plutôt parlé d'éducation, de sensibilisation, de prévention, mais ça a donc été déjà un moment extrêmement important de notre combat. Et puis tout au long de la période législative, on a déposé déjà en 2006 au niveau de notre groupe une proposition de loi qui était relative à l'exploitation sexuelle et la protection des victimes, et là aussi on parlait de pénalisation des clients, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc il y a eu énormément d'initiatives, et moi mon combat, je veux le dire ici, c'est que je pense que quand on est une militante féministe, on ne peut être qu'abolitionniste. Pourquoi? Parce que le système... Le système prostitutionnel, c'est la conjonction de deux systèmes d'exploitation. Le patriarcat, qui considère les femmes comme des êtres inférieurs à dominer, mais aussi le capitalisme, qui considère que les corps sont des marchandises. Et donc, c'est pour ça que quand on est féministe lutte de classe, comme je suis, eh ben, on se bat et on est bien sur ces deux pieds. Et quand j'ai été sénatrice, il m'est apparu essentiel de poursuivre cet engagement et d'être identique, que ce soit dans la rue avec mes camarades féministes ou dans l'hémicycle avec mes collègues. Et c'était pas toujours facile, comme tu l'as dit, mais je crois que tu vas... Oui, juste en 2 minutes, et puis Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, complétera aussi, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur les difficultés que vous avez rencontrées au Sénat et les leviers, les stratégies parlementaires que vous avez pu mobiliser pour essayer de les faire avancer, ces collègues, vers une adoption même partielle de cette proposition de loi? Alors, ça a été un combat extrêmement long. Il y a eu quand même, parce que bon, c'est vrai que c'est une loi transpartisane, mais le Sénat est particulièrement réactionnaire. Je ne crois pas que ce soit un scoop. Et il a fallu vraiment une bataille opiniâtre et la conjonction de plusieurs choses. D'abord, pour la première fois, de 2011 à 2014, le Sénat est à gauche.
Ça aide. Ça aide pour avoir des présidences, notamment de la délégation aux droits des femmes avec Brigitte Gontier-Morin, et puis d'autres. Ça nous a permis aussi d'avancer aussi avec des ministères qui sont favorables, secrétaire d'État Pascal Boitard. Enfin, nous, c'était important pour nous au niveau du groupe communiste. On n'a pas partagé toutes les propositions de loi qui ont été mises en place sous Hollande, mais celle-là, on la partageait, donc on l'a défendue vraiment à corps et à cri. Et on a eu l'impression, permettez-moi de vous le dire, que pour certains de nos collègues sénateurs, ils s'identifiaient aux clients. Et d'ailleurs, en 2014, les Femen ont débarqué dans les tribunes et elles ont hurlé, ce qui a fait un événement terrible, sénateur ou Mac. Et je veux dire que, bon, même si j'adhérais pas à ce genre de propos obligatoirement dans l'hémicycle, mais ça a pas mal secoué et ça a aussi aidé. Donc, il y avait une grosse difficulté à considérer que les clients faisaient partie du système prostitueur, que donc il fallait effectivement les pénaliser, les sensibiliser, et les réactions ont été quand même très très nombreuses. Donc on s'est appuyé sur des collègues qui, eux, ont dépassé justement ce clivage politique, et on a pu travailler avec eux. Et pour conclure, je dirais aussi, comme celles qui m'ont précédée, qu'on ne peut pas avancer au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, si on n'est pas soutenu par un mouvement très fort et par les associations féministes. Il y a l'UNI, il y a le collectif national droits des femmes que je veux saluer, il y a des tas d'associations féministes qui, depuis le départ, se sont battues par rapport à cette loi, qui continuent à se battre parce que c'est pas fini, parce qu'on n'a pas les moyens de l'application de cette loi, et parce qu'il y a encore de grosses résistances. Donc c'est important. Et à mon tour de saluer Rosen, parce que pour moi, en tant que sénatrice à ce moment-là, ça m'a permis d'avoir des arguments affûtés aussi, parce qu'on n'a pas la science infuse quand on est dans l'hémicycle, et quand on tombe sur des femmes aussi remarquables, ce sont des points d'appui. Donc un grand merci. Et on continue le combat. Laurence Rossignol, sénatrice socialiste dans la continuité de Laurence Cohen et ancienne ministre des Droits des Femmes au moment de la promulgation de la loi en 2016. Est-ce que tu peux revenir sur la situation politique qui était celle de l'adoption du parcours législatif de cette proposition de loi et peut-être la situation actuelle? Ah oui. Bonjour, d'abord, comme Najat, je suis heureuse de retrouver ici beaucoup de visages connus, mais ce qui est bien, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on ne s'est jamais perdu de vue parce qu'on continue de mener le même combat avec la même détermination, et peut-être, c'est à ça que Stéphanie m'invite d'évoquer, c'est aussi les mêmes difficultés. La situation politique entre 2012 et 2016, elle est assez simple. La gauche est majoritaire à l'Assemblée nationale, et à partir de 2014, la droite est majoritaire au Sénat. Donc on a une chambre de gauche, une chambre de droite. La loi est en définitive adoptée par la chambre de gauche et rejetée par la chambre de droite. Mais comme l'Assemblée nationale a le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte et qui fait que la loi est adoptée. Depuis 2016, nos adversaires, on les a affrontés, on les a connus dans la société civile, n'ont pas désarmé, non seulement ils n'ont pas désarmé, ils n'ont pas renoncé, et leur soft power s'est quand même déployé et s'est accru. Il suffit de regarder tous les articles de presse que l'on a ce matin, qui, pour les mieux intentionnés, balancent entre bilan mitigé de la loi, un peu de bien, un peu de pas bien, et ceux qui sont franchement hostiles à la loi de 2016. Et à cet instant, j'en suis pas fière en tant que sénatrice, se tient au Sénat un colloque adverse au nôtre. Un colloque pour l'abrogation de la loi de 2016. Alors, les conditions politiques hier, les conditions politiques aujourd'hui. Eh bien, moi, je suis très attentive à ce que la loi ne revienne pas en discussion au Parlement. Et de manière un peu curieuse, il est probable que si elle revenait, les votes seraient inversés aujourd'hui.
et qu'à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, qui a pris clairement position pour la réouverture des maisons closes, donc pour l'abrogation de la loi de 2016, rencontrerait un certain nombre de députés de gauche, eux aussi hostiles à la loi de 2016. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que, à la fois, nous puissions progresser dans l'opinion publique, que l'opinion publique soit plus majoritairement favorable à l'esprit de la loi, et qu'en même temps, dans la société politique, les choses bougent. Je vais pointer deux causes, à mon sens. La première, mes mots vont être un peu durs, mais je pense qu'une partie du mouvement féministe, minoritaire mais bruyante, s'est laissée infiltrer par les adversaires de l'abolitionnisme. Je dis bien une partie, parce que les associations féministes, une centaine d'entre elles, ont signé une proposition de loi pour une loi intégrale contre les violences, et cette proposition de loi inclut l'application de la loi de 2016. Donc la majorité, l'immense majorité des associations féministes s'inscrivent dans notre approche du système prostitutionnel comme étant le socle des violences faites aux femmes, mais disons-le clairement, la dérive de nous toutes, voilà, c'est la dérive de nous toutes, fait que nous avons des difficultés à faire partager par l'ensemble du mouvement féministe notre combat. La deuxième chose, elle est du point de vue des pouvoirs publics. Je n'ai pas vu un seul gouvernement depuis 2016 s'impliquer réellement dans l'application de la loi. Et par cette indolence gouvernementale, les armes sont données à nos adversaires pour dénoncer toutes les failles de la loi et en limiter l'application. Moi, je rêve d'entendre un ministre de l'Intérieur réunir ses préfets et dire « Maintenant, mes chers amis préfets et préfètes, la priorité de l'année, c'est la lutte contre le système prostitutionnel. » Et il y a toujours une bonne raison à ça. Quand moi j'étais ministre en 2016, on était juste après 2015, donc en pleine période de lutte contre le terrorisme. Inutile de vous dire que quand le ministre de l'Intérieur me disait « Écoute, je m'occupe du terrorisme », oui, je comprends. Après, maintenant il y a le narcotrafic. Ah ben maintenant il y a le narcotrafic. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas faire du système prostitutionnel la priorité. Ça, c'est une faille. La deuxième faille, c'est sur les parcours de sortie de la prostitution. Ça a été évoqué déjà tout à l'heure, je crois par Najat. Les préfectures continuent d'avoir une approche paranoïaque et suspicieuse des parcours de sortie de la prostitution, soupçonnés d'être des parcours de régularisation des femmes clandestines. Et enfin, il y a une bataille idéologique que nous devons mener, que nous menons difficilement parce que la violence de nos adversaires est importante. Je ne comprends pas pourquoi une partie de l'opinion progressiste, appelons-la comme ça, pour ne pas dire de gauche, pour ne pas dire, continue de refuser de voir où se situe le système prostitutionnel dans la lutte contre les violences. Depuis MeToo, nous avons considérablement progressé et il y a une limite, il y a un plafond de verre à cette progression de la connaissance, c'est le système prostitutionnel. Comment se fait-il que tout le monde s'émeuve et se scandalise des violeurs de l'affaire Pellico, mais que personne ne fasse le lien entre le processus psychologique du violeur de Gisèle Pellico, qui veut une femme inerte, et le client de la prostitution, qui veut une femme objetisée, une femme déshumanisée et totalement inerte d'un point de vue de ses désirs. Ce sont les mêmes. Donc la bataille culturelle, c'est une bataille que nous devons mener, y compris parfois contre notre propre camp, et c'est une bataille que nous devons mener à l'égard des pouvoirs publics pour que, je salue Aurore Berger est partie, mais je salue le fait que nous ayons une ministre des droits des femmes qui soit à nos côtés dans cette bataille-là. Mais je voudrais qu'elle soit presque ministre de l'Intérieur pour pouvoir la mener en tant que ministre de l'Intérieur, ou qu'elle l'obtienne de son ministre de l'Intérieur qui mène cette bataille-là. Merci à toutes et à tous d'être là. Le combat est encore devant nous.
Merci beaucoup, Laurence. On a beaucoup parlé du mouvement associatif tout au long de cette table ronde. Il y a une personne qui n'a été ni parlementaire ni ministre pour le moment qui est assis ici. Enfin, on est deux en fait, mais en l'occurrence c'est toi qui vas prendre la parole. Grégoire Théry, tu es cofondateur de CAP International et tu étais à l'époque, en tout cas sur le mandat 2012-2016, sur le combat pour la loi, tu étais secrétaire général bénévole, je rappelle, c'est une fonction bénévole du mouvement d'Uni. Est-ce que tu peux revenir sur justement ce travail des associations dans le travail parlementaire? Les associations ont été beaucoup citées, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En fait, le message que je voudrais porter aujourd'hui, il est surtout adressé aux associations membres étrangères de CAP International, à nos partenaires et à nos invités étrangères, un peu dans la lignée de ce que disait Najat Vallaud-Belkacem. Et je voudrais porter un message d'espoir. Et ce message d'espoir, c'est le suivant. Un mouvement associatif déterminé peut définir et faire adopter une loi cadre qui révolutionne les politiques publiques en matière de prostitution. Et ceci, même dans un contexte culturel défavorable. Parce que je suis effectivement d'accord avec ce que disaient la plupart des panélistes. Les 6 années qui ont précédé l'adoption de la loi en France, il ne faut pas croire, parfois j'entends de nos associations de membres, de nos partenaires, oui mais vous, en France c'était différent. Non, en France, les 6 années qui précédaient la loi, elles ont été marquées par un traitement médiatique extrêmement défavorable, elles ont été marquées par l'opposition d'institutions et d'associations, notamment dans le champ juridique et de la défense des droits humains, je devrais dire des droits de l'homme pour une fois, qui étaient extrêmement puissantes. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, toutes ces institutions jusqu'à l'adoption de la loi étaient contre. Et malgré tout, et en termes d'opinion, en 2010, 59% des Français étaient favorables à la réouverture des maisons closes. En 2013, 1 mois et demi avant l'adoption en première lecture de la loi à l'Assemblée nationale, 68% des Français étaient opposés à la pénalisation des clients, avec 20 points d'écart entre les hommes et les femmes et 40 points d'écart entre les 18-24 ans et les plus de 65 ans. Il y avait déjà une majorité de 18-24 ans et presque une majorité de femmes qui étaient favorables. Donc cette révolution législative, il ne faut pas l'oublier dans chacun de vos et nos pays, elle a précédé et elle n'a pas suivi l'opinion publique. Et le processus législatif, je pense qu'il a provoqué le changement culturel. C'est parce que nous étions en train d'amener une proposition de loi, parce que nous étions en train d'en débattre, etc., que le débat a été amené de façon soudaine et violente, il faut le dire, et ça a participé au changement culturel. Et 3 ans après l'adoption de la loi, en 2019, 2 faits majeurs. D'abord, le Conseil constitutionnel valide la loi abolitionniste française et donc donne tort à toutes ces associations juridiques et de défense des droits humains qui avaient porté la loi devant le Conseil constitutionnel. Et en 2019, la même année, un sondage d'opinion Ipsos nous indique que 78% finalement des Français, en 2019, soutiennent la loi de 2016 qui a inversé la charge pénale. Donc il y a un message d'espoir, il ne faut pas attendre que la société soit prête, c'est le débat parlementaire qui contribue à la transformation de la société. Et le deuxième message que je souhaitais partager, c'est que c'est possible, mais que ça nécessite une stratégie de plaidoyer, de lobbying, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, qui soit extrêmement rigoureuse et déterminée. J'ai beaucoup dit à mon collègue Jonathan, qu'on a cité tout à l'heure et qui m'a succédé à CAP, et je dis souvent aussi à Emma, le plaidoyer ou le lobbying, c'est un art inabouti, mais c'est l'art d'essayer de prendre le contrôle sur une décision qui ne nous appartient pas. Et c'est notre tentative, les associations, d'essayer de pousser le plus loin une décision qui, au final, ne nous appartient pas. Et dans cette stratégie, je voudrais souligner plusieurs éléments qui sont clés. Ça nécessite, de la part des associations, une définition précise des objectifs législatifs. Dès 2009, avec le mouvement d'Uni, nous publions une évaluation complète des politiques publiques et nous proposons une refonte globale des politiques publiques. Cette évaluation de l'ensemble des politiques publiques, elle a nourri un rapport parlementaire, puis un second, et c'est ça qui amène ensuite une loi cadre qui amende, je le rappelle, 9 codes législatifs. C'est pas seulement une loi de pénalisation, on a amendé 9 codes législatifs,
le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la prévention, le code de l'action sociale, le code de l'éducation nationale, le code du droit du séjour et des étrangers. Deuxième élément, une définition précise des objectifs. Deuxième élément, on rassemble une coalition aussi large que possible et aussi, si possible, aussi diverse que possible. Parce qu'en fait, si on reste dans l'entre-soi, on se fait plaisir et on perd. Et si on travaille avec des gens qui sont différents de nous, eh bien on doit bâtir des compromis, mais on gagne. Et la seule façon de construire des coalitions larges, d'une certaine manière transpartisane aussi dans le monde associatif, c'est d'avoir justement des objectifs législatifs extrêmement précis et de ne se concentrer que sur l'adoption de ces objectifs législatifs. On ne débat, notre règle d'or, c'était on ne débat d'aucun autre sujet que l'abolition du système prostitutionnel et l'adoption de cette loi. Un autre élément essentiel, évidemment, c'est de mobiliser les partis bien en amont de la législature pour laquelle on vise un changement législatif. Parce que ça ne nous aura pas échappé, il nous a fallu 7 ans de campagne de plaidoyer pour passer la loi abolitionniste, ensuite 3 pour la défendre devant le Conseil constitutionnel et 8 jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme en 2024. Donc en France, on s'est mobilisé de 2009 jusqu'à 2012, puisqu'il y avait les élections, je dis générales, c'est plus le terme anglo-saxon, en 2012, pour positionner un maximum de partis politiques dans leur travail programmatique avant les élections en faveur de l'abolition. Et dans les derniers éléments, évidemment, il faut identifier puis mobiliser des alliés. Ils et elles sont autour de la table, d'un maximum de partis. Et puis, une proposition très concrète quand même qu'il faut retenir dans le cas français. Peut-être qu'il faut commencer par quelque chose qui est préalable et moins ambitieux qu'une loi, qui peut être une résolution parlementaire, celle du 6 décembre 2011 en France, qui réaffirme la position abolitionniste de la France. Voilà, commencer par un travail soit parlementaire, soit gouvernemental, qui pose un cadre et qui dit soit la prostitution est une violence contre les femmes, un obstacle à l'égalité, peu importe, mais un travail de reconnaissance avant de s'attaquer à la partie législative. Et en dernier, très rapidement, il faut apprendre à maîtriser le plus possible le processus et le calendrier législatif. Il y a des choses très concrètes en France. C'était une proposition de loi et pas un projet de loi. Dans la législature 2015-2022, sur les lois adoptées, il n'y en a que 25% qui venaient de l'initiative parlementaire, 75% du gouvernement. Nous poussions pour une proposition de loi, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Najat. Si ça avait été un projet de loi, il n'y aurait pas eu de pénalisation des clients, parce que les comités interministériels les auraient écartés. Donc proposition de loi plutôt que projet de loi, commission spéciale plutôt que commission des lois. Donc il y a énormément de détails techniques. Et dernier élément, c'est qu'il nous faut une mandature entière pour y arriver. Il faut plusieurs années, et donc il faut commencer la mandature d'avant. Donc ce message d'espoir, je voulais le porter, et c'est pour cela que nous avons créé CAP en 2013. C'était pour essayer de propager cet espoir et cette méthode, cette expérience que nous avions auprès de nos amis et alliés abolitionnistes des autres pays. Merci beaucoup. En 2016, dans la presse, tu disais cette loi est un hold-up au patriarcat. Je pense que c'était un beau hold-up, il n'était pas facile, mais il a été le fruit de détermination sans faille du mouvement associatif et d'élus et responsables politiques qui n'ont rien lâché et qui ont fait de ce combat le combat de leur engagement politique à ce moment-là. Ça a été long, ça continue. On avait eu la CEDH aussi, tu as parlé du Conseil constitutionnel, mais il a fallu continuer de mobiliser avec la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont perdu, on a gagné. Et donc le combat continue dans l'opinion aussi. Et je fais cette transition avec le panel suivant. Les associations, elles sont toujours à pied d'œuvre. Je n'y suis plus tout à fait, mais je les suis de près. Et donc ça semble important maintenant. Merci à toutes et à tous, panélistes, de nous avoir raconté cette histoire, de donner la parole à celles qui continuent.